Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce premier jour de l'année sur Monaco Info et de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe, une grande et belle année 2025 à vivre ensemble. L'arrivée d'une nouvelle année rime souvent avec les bonnes résolutions que l'on associe, à tort ou à raison, avec ces premières heures de janvier. Quelles sont les vôtres d'ailleurs? Nous sommes allés à votre rencontre et nous essayerons de mieux comprendre avec la psychothérapeute Fanny Carton cette envie chronique de se fixer des objectifs et de les tenir ou pas sur les 365 jours à venir. Et puis dans ce journal, nous parlerons sport, culture et gastronomie avec le plat phare de cet hiver, le plat vedette, l'incontournable raclette. Pour se remettre en forme, pourquoi ne pas s'essayer ensuite au Tech Bowl? Et puis après cette nouvelle journée ensoleillée et d'une incroyable douceur, profitez-en peut-être pour vous poser confortablement et apprécier la beauté du spectacle proposé tous les soirs à 19h30 jusqu'à samedi soir inclus au Grimaldi Forum des diverses représentations de la mégère apprivoisée par la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Frohes neues Jahr! Happy New Year! Bonne année! Ce clin d'œil 2025 très sympa du skipper du bateau monégasque Malizia Sea Explorer, Boris Herman, qui après son passage au Cap Horn n'a pas oublié, quelques heures après, le passage cette fois à la nouvelle année. Dans sa remontée désormais vers l'arrivée au Sable d'Olonne, il pointe aujourd'hui en 9e position du classement établi ce 1er janvier au matin. Et puis vous avez été nombreux, très nombreux, vous aussi, comme Boris le Solitaire, à célébrer hier soir, cette fois sur Terre, le quart de siècle dans les endroits phares et festifs de la principauté. Comme la place du Casino, sur le port Hercule, au bord de l'eau. Vous avez même pris un peu de hauteur, j'ai vu, sur le rocher de Monaco, le regard souvent dirigé vers la Méditerranée. Un instant suspendu pour bien des visiteurs cette nuit. Et pour beaucoup ce matin, c'est souvent l'heure d'afficher de solides résolutions pour les 12 mois à venir. Marie Bonnet-Blanc a mené l'enquête auprès de vous. Les petites résolutions classiques, si je puis dire. Manger mieux, faire plus de sport, et voilà, le travail, et on est là. Avec un bébé, tout est beaucoup plus compliqué. Donc le sport, je vais essayer d'y aller un peu plus souvent. Après, manger mieux, là... On soit heureux, que la guerre arrête un peu dans ce monde et qu'il y en ait des politiques mais qui suivent un peu ce que demande un peu le peuple. Chose qui serait super importante. Voilà. Mais qu'on soit tous dans la joie. La joie, la bonne humeur et plein de belles choses. Surtout ça. Être heureux avec les petits-enfants, c'est tout. Voilà, et puis que notre société s'arrange un petit peu, parce qu'il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de malheurs un peu partout. Les résolutions, la première des choses, c'est la santé, voilà, l'amitié et d'avoir des bonheurs sur toute la principauté. Voilà, parce que c'est notre pays et on l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que tout ira bien et j'espère pour vous aussi que tout ira bien. Meilleurs vœux à vous, bien sûr. Pourquoi ce désir soudain de se fixer tant de résolutions? Comment les tenir? Qu'est-ce que cela traduit dans notre comportement? La psychothérapeute Fanny Carton est avec nous ce soir pour aller plus loin dans cette quête annuelle. Bonsoir à vous et bonne année. Bonsoir, meilleurs vœux. Surtout meilleurs vœux, vous avez bien raison, meilleurs vœux 2025, c'est ce qu'on souhaite, comme on souhaite des bonnes résolutions. Ça arrive toujours, ça, Vous avez remarqué? Absolument. Chaque année, on a toujours des résolutions. Et pourquoi ça vient d'où finalement? C'est un historique? C'est quoi? C'est mythique? Il y a un symbole de renouveau dans la nouvelle année. On a besoin de se fixer des nouveaux objectifs, de repartir à zéro. C'est quoi? C'est juste la santé ou c'est la relation avec les autres? C'est la relation avec soi-même qu'on essaie d'améliorer pour améliorer son quotidien, améliorer sa santé mentale, physique, sa relation aux autres. C'est également un besoin d'évolution personnelle. Et puis il y a aussi un sentiment d'appartenance. C'est dans la culture aussi de souhaiter les vœux et de se dire cette année j'ai envie d'améliorer mon bien-être, ma santé, de faire davantage attention à mon corps. D'accord. Voilà. C'est quoi le sentiment d'appartenance, vous avez employé ce terme? C'est un peu un rituel collectif. Chaque année, il y a une sorte de pression sociale où on se dit, toi, cette année, qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont tes
objectifs, quelles sont tes résolutions, et une sorte quand même de pression sociale par rapport à chaque nouvelle année. Ça veut dire qu'il faut... C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Et ça veut dire qu'il faut oublier aussi 2024, même si c'était très positif, par exemple, pour certains? On n'oublie pas, on apprend, on tire des expériences du passé, on tente de faire mieux sans juger. Ouais. Voilà. Le grand classique, quand même, c'est de se dire, allez, je me remets en cause pour plein de choses dans le travail, dans mes relations amoureuses, dans ma vie de couple, de parents, mais ça vient toujours par la santé, allez, j'attaque par un footing, hein, je fais attention. C'est vrai qu'on passe par le corps souvent d'abord. C'est important de se fixer des objectifs à court terme pour pouvoir les tenir, justement. On passe par le corps parce que c'est ce qu'on voit. Hein. L'apparence est toujours très importante. Et puis d'être bien dans son corps, c'est important. Après, on a toujours du mal à garder ces objectifs parce qu'on est très exigeant. Et ce qui est important, à mon sens, c'est d'être davantage ouvert à l'envie qu'au devoir. Parce que vous remarquerez que souvent on dit il faut que je m'améliore, il faut que je gagne plus d'argent, il faut que je maigrisse, mais sans forcément être connecté au cœur, donc à l'envie. Et c'est important d'avoir envie de faire les choses pour que ça puisse tenir dans le temps. Vous parlez beaucoup du corps, c'est comme un peu une cure d'amaigrissement. Il faut peut-être faire autre chose, c'est-à-dire il faut travailler différemment, manger différemment, se fixer des horaires. Il ne faut pas faire tout d'un coup, c'est bien ça. Oui, il faut y mettre de la structure, éventuellement un accompagnement, c'est-à-dire faire ça avec des amis, accompagné ou d'un coach. Enfin, faut toujours structurer son quotidien, instaurer des rituels pour pouvoir le pérenniser dans le temps. Fanny Carton, quand on vient vous voir à Menton, c'est aussi une question de bien-être finalement à tout niveau? C'est avant tout une question de bien-être. Pour être bien dans son corps, il faut être bien dans sa tête. On parlait d'amaigrissement tout à l'heure. Enfin, je veux dire, si on prend du poids, ça vient davantage, effectivement, parce qu'on peut-être on mange trop, on mange mal, mais c'est pourquoi on mange trop et pourquoi on mange mal. Donc, c'est venir vraiment travailler en amont pour pouvoir guérir justement ces maux. Est-ce qu'on peut se satisfaire déjà de ce qu'on a et ne faire que l'améliorer finalement pour 2025, si c'est le cas, bien sûr? Alors, se satisfaire, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est d'être déjà dans un amour inconditionnel de soi pour nous permettre d'avancer. C'est-à-dire de cesser de fonctionner de manière égotique, même si l'ego est important, c'est pas lui qui doit prendre le lead, en fait. D'être davantage connecté au cœur, donc à l'envie, au désir, pour nous permettre vraiment d'être connecté à soi et puis d'être dans le respect et l'amour de soi au quotidien. Et plus on est aligné, plus on est heureux et plus ça roule, en fait. Voilà. Est-ce qu'on a un petit ordre d'idée après cette nuit magique pour certains entre le 31 et le 1er? On a fait des vœux depuis minuit 00 et des poussières. Est-ce qu'il y a il y a un pourcentage de réussite dans nos envies, dans nos résolutions? C'est quoi? C'est un peu comme le seuil de la douleur, on fait entre 0 et 10. Le seuil du bonheur, il est où là? Il est à 5, 6? Il est en dessous? Il est au-dessus? Le seuil du bonheur, il est dans l'ici et maintenant. Donc c'est en fonction de chaque personne qui vit le moment présent avec intensité ou pas. Donc il peut être à 10 dans l'ici et maintenant, comme il peut être à moins. C'est vraiment en fonction de ce qu'on a envie de vivre en fait. Le bonheur, il est ici et maintenant, il est pas demain. Hein. Dans vos résolutions, vous, ça y est, c'est pris déjà dans vos envies, vous allez vous y tenir? Bah oui, comme chaque année, je pense. Ah, vous y tenez, vous? D'accord, vous arrivez à tenir. Oui. Ça veut dire que ce sont des objectifs raisonnables qu'il faut se fixer? Exactement, oui, c'est ça. C'est se fixer des objectifs justement où on peut prendre du plaisir à court terme, avoir un retour à court et moyen terme pour pouvoir justement les pérenniser dans le temps. Ouais. On peut pas dire soyons fous et se lâcher complètement, non, pour 2025? Ah, on peut toujours, ouais. On peut toujours quand même. Ouais. J'ai bien compris. Oui, soyons fous, effectivement. Être trop raisonnable, c'est pas très sympa. Et travaillons sur notre... La vie est faite pour vivre. Oui, travaillons sur notre bien-être à tout niveau. Hein. Vous êtes spécialiste de la thérapie de couple, notamment, de votre côté à Menton. Ça, c'est important aussi de stabiliser, de redonner peut-être, je sais pas moi, quelques balises peut-être pour l'avenir? Oui, pour le couple, en l'occurrence, ce qui est intéressant dans la thérapie de couple, c'est que c'est la symptomatique d'une problématique individuelle souvent. Et donc, travailler le couple, c'est travailler sur soi. Et sur la communication avant tout, donc voilà, j'invite les gens à communiquer mieux, communiquer plus,
Toujours se parler. Et surtout Oui. en présence d'un tiers comme vous, c'est important, faut-il le rappeler. Merci 1000 fois d'avoir pris du temps avec nous. Je suis en train de penser à toutes mes résolutions de cette nuit. J'ai un travail de fou. Bon, déjà, on va souhaiter une très très bonne année encore une fois à tous ceux qui nous suivent et qui prennent de bonnes résolutions. Essayez de vous y tenir et soyez raisonnables. Même si vous pouvez être un petit peu fou de temps en temps, j'ai bien compris. Merci à vous, Fanny Carton, et encore meilleurs vœux. Merci, meilleurs vœux avec vous également. Sage résolution peut-être parmi tant d'autres. Prendre son temps pour se ressourcer, se poser, admirer, apprécier la vie en principauté et toute son attractivité, comme s'offrir d'ici samedi l'une des représentations au Grimaldi Forum de la mégère apprivoisée par les ballets de Monte-Carlo que nous présente José Sacré. La plus belle façon de commencer la nouvelle année est de découvrir ou de revoir au Grimaldi Forum La Mégère apprivoisée, un ballet de Jean-Christophe Maillot créé pour le Bolchoï et qui depuis a triomphé dans le monde entier. C'est une pièce très joyeuse, c'est une comédie, ce qui n'est pas si courant que ça dans le monde de la danse. On a souvent tendance à faire des choses profondes, difficiles d'accès. Là, c'est une pièce qui a vraiment cette ambition d'être en prise directe avec le public, qui se veut être joyeuse, cependant toujours en disant en filigrane quand même des choses qui me semblent très importantes sur les relations humaines. Et c'est vrai que c'est un ballet qu'on tourne bas-coup. Je pense que c'est aussi dû à cette partition de Shostakovich que j'ai eu beaucoup de plaisir à créer, à partir de toutes les œuvres de Shostakovich, créer un kaléidoscope comme ça de toutes ces musiques, les mettre ensemble pour créer quelque chose qui soit logique dans l'écoute et qui puisse nous laisser croire peut-être même que Shostakovich aurait pu écrire la musique pour ce ballet. Avec l'excellent orchestre philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction du maestro Igor Dronov, cette mégère apprivoisée met en valeur le talent de tous les artistes de la compagnie, avec, dans le rôle de la mégère, une jeune danseuse de Menton, formée à l'école Rosala Hightower à Cannes, puis à l'académie de danse Princesse Grace, selon Jean-Christophe Maillot, un talent hors du commun. Cette petite Juliette Klein que vous allez découvrir, il y a quelque chose d'attachant parce que c'est vrai que c'est pas si courant que ça, alors qu'on a 25 nationalités, des gens qui viennent du monde entier, de trouver comme ça une petite perle rare juste à côté, à 15 km. C'est vraiment quelque chose d'assez fascinant pour moi. Et je pense que le public va avoir aussi un certain plaisir à la chérir d'une manière particulière. La Mégère apprivoisée est à l'affiche de la Salle des Princes jusqu'au 4 janvier. Et si cette fois, en ce début d'année, l'envie de vous dégourdir les jambes, de découvrir peut-être un tout nouveau sport qui sait vous motive, pourquoi ne pas tenter l'expérience Techball? L'association de Techball de Monaco et la mairie ont mis en place devant le stade nautique plusieurs tables adaptées dans le but de populariser ce sport plutôt atypique. Un reportage de Gaëtan Lebrun et Camille Caloni. Un mixte du football et du ping-pong, voilà comment vulgairement décrire ce sport. Mais le Techball, c'est bien plus que ça. Tout comme le padel il y a quelques années, le Techball est une discipline en train d'exploser dans le monde entier ces dernières années. Créée en 2015, plusieurs compétitions internationales de Techball ont déjà vu le jour et permettent à de nombreux footballeurs d'en faire une seconde carrière. C'est le cas de Julien Grondin. L'ancien gardien de l'AS Monaco s'épanouit pleinement dans ce nouveau sport de ballon et se classe aujourd'hui parmi les meilleurs joueurs du monde. Pour moi, j'ai complètement arrêté le foot alors que j'étais encore professionnel pour le Techball. Et je dirais parce que je retrouve des valeurs que je ne retrouvais plus dans d'autres sports et que je retrouve aujourd'hui dans le Techball. Alors il y a toujours le côté compétitivité, mais c'est pas un sport de contact. Donc voilà, avec une assez bonne mentalité, on retrouve ce côté vraiment amical. Et donc c'est un petit peu moi ce qui m'a plu au début, et après voilà, moi je suis allé plutôt vers le côté compétition, et donc après voilà, il y a l'envie de gagner, les compétitions internationales dans le monde entier, les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, etc. qui arrivent aussi. Donc moi c'était plus ce côté-là, mais après chacun peut trouver un petit peu ce qu'il recherche, je pense, autour de la table. Jusqu'au 5 janvier, petits et grands peuvent venir essayer et découvrir ce sport en simple ou en double auprès des meilleurs de la discipline. Concernant les règles, rien de bien compliqué. 3 touches de balle seulement sont autorisées avant de renvoyer la balle de l'autre côté. Et le premier à 12 points a gagné.
Allez, il ne reste plus qu'à penser à se restaurer tout de même, après avoir dégusté pourtant tous ces plats qui sentent bon les fêtes de fin d'année, saumon, chapon, crevettes, foie gras, etc., que vous avez sans doute dégusté en famille, je vous le souhaite en tout cas. Et pour les amateurs de fromage, il y a la raclette. Oui, c'est devenu un plat signature, un moment de partage fort, apprécié par toutes et tous en cette période hivernale, comme nous l'explique Frédéric Hélion sur des images de Jean-Alexandre Dordet. C'est un des incontournables de l'hiver. Facile à préparer, convivial, la raclette est l'un des plats traditionnels pour les fêtes de fin d'année. Le coin du fromager a vécu un véritable rush juste avant Noël avec 2-3 jours intenses côté commande. Il va y avoir bien sûr la raclette de Savoie IGP, traditionnelle. Et après, on a pas mal de parfums différents. Donc ça va aller de la truffe. C'est très apprécié la truffe noire en ce moment. On va avoir du poivre avec des ours. Du morbier, ça marche très bien en raclette. Ça a un peu plus de caractère et ça plaît beaucoup aussi. Côté consommateur, de plus en plus de personnes sont à la recherche de bons fromages pour se régaler pendant les fêtes de Noël. C'est même essentiel. Un bon fromage du fromager, là, au marché de la Condamine, c'est exceptionnel. Un repas de Noël sans fromage, évidemment, c'est inconcevable. C'est clair qu'au chalet, il faut manger la raclette, c'est obligatoire. On peut le dire, la raclette, c'est la vie, c'est ça ? Ah, tout à fait, tout à fait. C'est convivial. On est nombreux autour de la table, c'est toujours sympathique. Pour la période de Noël, le coin du fromager a réalisé en 3 jours l'équivalent d'1 mois de vente de fromage. Et pour être complet, en ce début d'année, pourquoi ne pas s'offrir une jolie déambulation en direction de la Villa Paloma, où se tient jusqu'au 21 avril prochain l'exposition Paesine de Francisco Troppa que nous présente Christinda Petit-Homel, accompagnée d'Olivier Bonello. Archéologie, ethnologie et art contemporain, le musée Paloma devient soudainement un espace différent, où l'histoire de l'art est déconstruite et où le visiteur n'aura d'autre choix que de s'en remettre à Francisco Troppa, qui le guidera, au travers de ses œuvres, à envisager une autre histoire des formes. L'espace du musée est ainsi déconstruit pour devenir ou redevenir une caverne platonicienne. Voir une œuvre d'art, c'est une rencontre. On peut aller un peu plus au-delà de la simple conception de l'œuvre d'art. On peut aller jusqu'à penser comment est-ce que va être la lumière, comment est-ce que va être la salle où va se donner cette rencontre. Et donc ça me plaît, ça fait partie, je pense, aussi parfois du travail des artistes, de penser comment ça va être ce moment. Paesine, une exposition rétrospective, une vision globale de l'évolution du travail de l'artiste dans le temps, un panorama que Francisco Troppa développe depuis près de 30 ans. Je vois que notre histoire, dans notre histoire, surtout l'histoire de l'art, il y a vraiment, si on regarde vers les origines, je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de pistes, soi-disant. Et donc ça m'intéresse à cause de ça, parce que je pense que c'est dans l'origine des choses qu'on trouve une certaine pureté. Et ça m'intéresse aussi dans mon travail d'aller chercher ce genre d'idées pour pouvoir les retravailler. Représentation, trompe-l'œil, un décor de roche, d'eau et de lumière. L'artiste aime développer une pensée analogique du minéral et de l'organique, du naturel et de l'artificiel, pour revenir au temps des curiosités à l'époque où les musées n'existaient pas encore. Et juste avant votre météo pour ces prochaines heures en principauté, préparée par Sarah Inkari, on termine ce journal en images avec vos plus belles photos du passage à 2025. Belle année encore à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, meilleurs vœux pour 2025, une année qui a commencé dans la douceur et ça continue. Demain à Monaco, le temps sera ensoleillé tout au long de la journée, même si quelques rares nuages s'inviteront en fin de journée. Les températures seront douces, oscillant entre 7 et 12 degrés. À noter également qu'un vent léger soufflera, mais il ne devrait pas perturber la tranquillité de la journée. Enfin, pensez-y, ce jeudi, nous fêterons la Saint-Basile. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.